Le régime de Damas, la Syrie, on en parle ce soir avec nos invités. Je vous la présente rapidement. Salam Kawakibi, bonsoir. Vous êtes syrien, vous êtes directeur de recherche à l'Initiative arabe de réforme. Vous soutenez le Conseil national syrien. Ziad Majed, vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Jean-Paul Chagnolo, vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée, fondateur d'IREMO, avec lequel nous sommes partenaires, qui est l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Et Gauthier Rybinski, qui est notre spécialiste de politique internationale. Après 7 mois donc de contestation, 2700 morts, bilan officiel donné par les Nations Unies et sans doute plus, sans compter toutes les personnes disparues et celles qui ont été arrêtées, la communauté internationale reste donc divisée. Avant de reprendre ce débat, je vous propose de regarder ensemble ces images de contestation en Syrie, donc des images amateurs qui seraient datées des 3 et 4 octobre. On rappelle que les journalistes étrangers sont interdits sur le territoire syrien. Salam Kawakibi, les Syriens, on l'a dit dans la première partie de notre débat, sont aujourd'hui bien seuls. En tout cas, la communauté internationale reste très divisée. Ils sont seuls. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ces Syriens, pour faire basculer le régime? Ils vont continuer les manifestations, des manifestations pacifiques, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui la différence? Je crois c'est une population qui ne cesse pas d'inventer des formules de contestation avec beaucoup d'humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les banderoles, il y avait des phrases extrêmement drôles. Ça vous montre l'esprit de cette population et que avec ce grain d'humour, je crois, avec cette patience et cette volonté, et pour rebondir à quelques propos qui ont été dits sur ce plateau il y a quelques jours, que les manifestants, on peut faire descendre une manifestation pour 100 $. Je trouve que c'est très désolant de dire ça par rapport au peuple syrien, surtout de la part de quelqu'un qui prétend être opposant, parce que le peuple qui va à sa mort, contre 100 000 $, il ne sortira pas si c'est une question d'argent. On voit très bien que ce sont des villes encerclées, ce ne sont pas des villes lointaines des centres de la contestation, ce sont des villes encerclées, Idlib et Daraa. Malgré tout, ça continue. On invente des chansons, on invente des banderoles, on invente des phrases frappantes et extraordinaires. Je crois que cet esprit va continuer à exister, à se développer, et ils sont inventifs. Ils vont inventer d'autres formules. Aussi un projet politique, peut-être aussi, notamment une opposition unie avec ce Conseil national syrien qui peut peut-être aujourd'hui faire la différence. C'est ça qui permet d'avancer. Tout à fait. Ça a été attendu 7 mois quand même. La patience Il y a quelques semaines, les manifestants commençaient à critiquer l'opposition en disant « Mais quand est-ce que vous allez vous unir ?» Maintenant, c'est fait. En grande majorité, l'opposition est unifiée. En grande majorité, pour ne pas dire toute l'opposition. Mais c'est quand même très représentatif. Plus que 80% des forces de l'opposition sont présentes dans le Conseil national. Ce Conseil national va mener le travail diplomatique, le travail sur le niveau logistique, humanitaire, je fais très attention, et aussi sur l'encadrement politique et donner des idées ou essayer de prendre des idées aussi d'action, parce que ce sont les coordinations qui sont sur le terrain qui vont donner et suggérer au Conseil national ses prochaines démarches. Gauthier Rybinski, ce qui est important avec ce Conseil national syrien, c'est qu'il va peut-être falloir que ceux qui se disent les amis de la Syrie, ceux qui soutiennent la Syrie, je pense notamment à la France, je pense notamment aux États-Unis, qu'ils reconnaissent peut-être ce CNS finalement comme ils ont reconnu le CNT libyen. C'est important, ça c'est un point important. Et je dirais que c'est d'autant plus important que le CNS syrien
offre peut-être moins de failles que ne l'offrait le CNT libyen, d'un point de vue, on va dire, confessionnel, pour parler rapidement. Il y a là, manifestement, en Syrie, quelque chose qui est tout à fait remarquable et que vous soulignez, c'est-à-dire ce mouvement qui passe par la parole, par le verbe, par l'humour face aux armes, et qui passe aussi par cette forme de réaffirmation de la liberté en dehors de questions confessionnelles. Et là, il y a une vraie chance à saisir, à ne pas rater justement de la part des pays qui se prétendent démocratiques, d'aider et de venir en aide à ce Conseil national syrien. Tienne Majed. Oui, tout à fait d'accord. Je pense que l'humour qu'on a vu et qui chaque jour nous surprend malgré les drames que vivent ces mêmes gens-là, la détermination qu'on en parle souvent, il y a aussi ce facteur de temps qui ne joue pas seulement, qui ne va pas jouer en faveur du régime, moi je pense aussi, pour ne pas rester dans un certain pessimisme vu le contexte régional et international. Je pense que les sanctions peuvent encore être plus ferme contre ce régime-là, sur tous les niveaux. La machine de mort du régime même peut aussi s'affaiblir. Jusqu'à maintenant, ils sont en train d'utiliser certaines divisions, ils essayent de jouer sur des aspects confessionnels, ils essayent de créer plus de haine, mais on ne sait pas si ça va encore continuer très longtemps à tuer, à envoyer des soldats, à payer ces soldats, à payer des voyous, ce qu'on appelle les shabiha, le régime même qui doit payer des salaires, la bourgeoisie qui reste plus ou moins hésitante. Sunnite, la bourgeoisie des affaires, etc., qui soutient le régime, est-ce qu'on peut penser... Ce n'est pas tout à fait, je pense, exact. Premièrement, c'est une des révolutions arabes les plus horizontales. Il y a une moyenne chaque semaine de 100, à peu près maintenant 100 manifestations à travers la Syrie. On n'a pas vu ça ni en Égypte, ni en Tunisie, ni dans tous les autres cas où il y avait quelques villes où la mobilisation se faisait. Il y a toutes les zones rurales, les petites et les moyennes villes, 3 des 5 grandes villes. Il reste Damas et Alep. Même Damas bouge de plus en plus. Alep a ses complexités et la situation que Salam connaît certainement moins. Une carte de la Syrie, mais par rapport à la bourgeoisie syrienne, c'est vrai qu'il y a des gens hésitants, c'est vrai qu'il y a des intérêts avec le régime, c'est vrai que du temps du père, il y a eu une certaine alliance non dite, mais je pense que cette bourgeoisie aussi ne peut pas continuer à vivre la situation actuelle, les problèmes actuels. Elle va aussi un jour se sentir beaucoup plus concernée. Et les gens hésitants vont être, je pense, plus engagés dans cette révolution. Alors justement, Jean-Paul Chagnolot, est-ce que les sanctions, s'il y a encore plus de sanctions, par exemple la Turquie, qui a un rôle régional de plus en plus important, le Premier ministre Erdogan a dit qu'il allait mettre en place des sanctions. Est-ce que les sanctions peuvent affaiblir, notamment les sanctions économiques, affaiblir le pouvoir ? Vous savez, c'est le problème classique de toutes les sanctions économiques. Je crois qu'elles sont nécessaires. Parce que d'abord ça signifie quelque chose sur le plan politique, mais dans le concret, on a vu tellement de détournements, ça affaiblit souvent la population, plus que le régime qui a toujours les moyens de... Mais cela dit, elles sont essentielles parce qu'elles sont quand même une marque très clair d'un positionnement politique. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce positionnement politique est quand même très ambivalent. Les États-Unis là, qui veulent la démocratie, mais pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout en parlant de paix en Palestine? Enfin, il y a une contradiction là qu'on sent très bien et qui est tout de même... qui affaiblit leur position. Et globalement, les États-Unis aujourd'hui viennent encore de montrer une fois la perte d'influence qu'ils ont subie au Proche-Orient depuis un certain nombre d'années. Enfin, c'est clair. Il y avait Obama en juin 2009. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Enfin, un de mes collègues disait il est KO debout. Obama, je trouve que la formule était un petit peu forte, mais pas fausse. Mais par rapport à ce qu'on a évoqué, je voudrais rajouter un mot, c'est qu'on est dans une temporalité à deux niveaux. Là, nous sommes en train de parler d'aujourd'hui, de demain, des semaines qui viennent. Et je suis un peu pessimiste sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Mais si on prend une temporalité plus longue, je crois que nous sommes entrés dans un cycle aujourd'hui, un cycle qui fait que plus rien ne sera jamais comme avant, et que par conséquent, la société est là. Et le pouvoir ne pourra pas, dans 6 mois, dans 1 an... Vous pensez qu'il n'y aura pas une reprise en main du Il régime? y aura une reprise en main qui sera rapetissée, réduite, au système de répression. On ne peut pas gouverner uniquement comme ça. On peut le faire pendant un certain temps, bien sûr. Mais là, la famille Assad a gouverné comme ça durant des années. Oui, bien sûr, dans des contextes, et avant que ça se produise. Donc je crois qu'on est en train d'un nouveau cycle historique. Et ce cycle, il va forcément produire d'autres façons d'être, ce qui est le cas aujourd'hui. Et par conséquent, même s'il y a une victoire à la Pyrrhus peut-être du régime dans les semaines qui viennent, à terme, ce régime est condamné. Il est condamné très largement il se montre tout nu tel qu'il est, dans son autisme et sa barbarie. Et je crois vraiment qu'il ne pourra pas rebondir
rebondir par rapport à sa société. Et il aura besoin forcément de l'Occident, même si l'Occident est ce que j'ai dit, c'est-à-dire très contradictoire et, à mon avis, en déclin au Proche-Orient. Il n'empêche que je crois que le sens de l'histoire, pour parler avec des grands mots, il est évident qu'il est en faveur du peuple syrien aujourd'hui. Le sens de l'histoire est Moi, en faveur du peuple c'est syrien. irréversible, bien sûr. Oui. Dès le début, on avait parlé de la fin du mur de la peur qui a été pendant longtemps présent en Syrie et dans beaucoup d'autres pays arabes. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a d'autres aspirations. On a vu, elle est prête à sacrifier tout pour sa dignité et sa liberté. Et c'est pas de la poésie, c'est de la réalité. On se pose toujours la question, combien de temps ils peuvent encore tenir? C'est-à-dire qu'ils descendent dans la 7 rue, mois et ils ils vont tenir encore. Ils n'ont encore, pas un alors. autre choix parce qu'ils savent que s'ils s'arrêtent, ils savent très bien que s'ils s'arrêtent, ça va être encore pire. Donc, ils n'ont pas le choix. Et pendant 7 mois, ils n'ont pas été fatigués. Moi, je ne vois pas comment ils vont arrêter et comment le régime va pouvoir redresser ce mur de la peur qui est vraiment détruit. Il y a des nouvelles catégories de la société qui adhèrent au fur et à mesure à ce mouvement. Tout à fait. C'est un mouvement très dynamique. Et Donc aussi, la question, c'est de savoir combien de temps les Voilà. catégories figées de la société syrienne sont capables de tenir le coup et de résister. Et quelles sont-elles, ces catégories figées, justement? Alors, on peut, pour simplifier les choses... Aujourd'hui, pour dire clairement, qui soutient encore la famille Assad? Personne. Personne, mais il doit y quand même en avoir. Et il y a la peur, les intérêts, la peur justifiée et la peur non justifiée. Les communautés religieuses minoritaires craignent un scénario à l'irakienne. C'est au Conseil national de montrer avec un projet clair et net de les rassurer, de les rassurer. Et je crois au fur et à mesure ils sont rassurés. Mais ils sont aussi, il faut savoir que l'hierarchie cléricale joue un rôle très négatif. Gauthier, qui soutient encore le régime d'Assad? On en a parlé tout à l'heure. Il y a une partie de la bourgeoisie sunnite qui est extrêmement anxieuse. Il y a également aussi ce que représente la famille Assad, c'est-à-dire issue de cette minorité alaouite qui est chiite et qui, elle... Mais qui ne représente que 10% de la population, c'est rien quand même. Mais qui a cette angoisse finalement obsidionale d'être totalement encerclé. Et puis le rôle que vous venez de décrire, qui est le rôle aussi des cléricaux, et qui sont là tout à fait remarquables, je dis ça avec beaucoup de guillemets, dans le sens d'un conservatisme extrême de la société syrienne, et donc de la peur vers tout ce qui peut représenter une ouverture. Jean-Paul Chagnolot. Non, moi je ne connais pas assez bien la société syrienne pour savoir quels sont les segments qui aujourd'hui soutiennent encore le système. Le système, on peut se le représenter sous forme de cercle concentrique, avec en son cœur la famille, le clan, autour d'une partie des Alaouites, et avec un système, avec les brigades spéciales, avec un système de répression. Puis après, il y a des alliances, des jeux d'alliances, des jeux d'intérêt, enfin, et on a comme ça une série de cercles concentriques qui s'interpénètrent aussi, enfin. Et j'ai l'impression que ces cercles sont tombés les uns après les autres, et qu'il n'en reste plus beaucoup, et que, en dernière instance, le cœur, il est fondé sur la répression complètement. Et j'ai l'impression qu'on approche de ce moment-là. Mais comment peut-on savoir où on en est exactement dans cette cartographie un peu simple que j'évoque? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas très loin de ce cœur de résistance barbare que j'évoquais, et que par conséquent, le reste est déjà en train de se craqueler, à mon avis. Je veux juste ajouter que je pense que la base sociale du régime n'a jamais été si étroite qu'elle est aujourd'hui. Il a perdu des cercles qu'on appelait les hésitants, une bonne partie est déjà partie. Certaines alliances au cœur de la société ne sont plus là. Maintenant, il compte, et ça se voit même, ça se traduit dans le pouvoir, le cœur du pouvoir même dont vous évoquiez. Il y a maintenant 2 cousins, 2 frères, et un proche qui font le club des 5 qui dirige les choses en Syrie, y compris bien sûr le président et son frère. Et puis la mère du président a convoqué des anciens officiers du temps du père que le père avait écartés pour préparer l'ascension de son fils et qui sont aujourd'hui dans le palais présidentiel. Donc il y a un club de plus en plus fermé qui considère que seule la solution sécuritaire, seuls les massacres vont pouvoir calmer les choses avec un soutien international. Et je pense qu'au sein de la communauté alaouite, il doit y avoir plein de questions que ce régime, ce clan qui
considère être le porte-parole de cette communauté-là, est en train de nous isoler et de créer de la haine en Syrie qui n'est certainement pas en leur faveur dans le futur. Exactement, c'est une prise d'otage. Je pense que quand on dit les Alaouites sont au pouvoir, c'est pas vrai. C'est un fragment des Alaouites. Et c'est vrai que beaucoup d'Alaouites aujourd'hui doivent se sentir extrêmement mal parce que ils peuvent imaginer que demain, si ça bascule, eh bien, on leur en voudra globalement et on risque une communautarisation. Et il y a deux défis à la révolte syrienne. C'est évidemment le passage à la lutte armée, ça c'est un piège, et aussi le risque de glissement communautaire. C'est vraiment les deux. Guerre civile. Oui, si on peut aller jusque-là. Ouais. En tout cas, ces deux éléments, le rapport à la violence et le rapport à la communautarisation, sont deux questions majeures. Et il faut impérativement qu'elles soient préservées. Sinon, alors là, on ne sait pas où on ira. Et aujourd'hui, les Alaouites doivent être très mal par rapport à ce pouvoir, justement, auquel on les identifie d'une certaine manière pour beaucoup d'entre eux, malgré eux. Gauthier Rebinski, aujourd'hui, la négociation avec le président Assad, il n'en est vraiment plus question, quoi. C'est totalement inimaginable. Hein. Écoutez, même les Turcs ont essayé d'accompagner le président Assad jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient espérer entrevoir comme esquisse d'ébauche de voie réformiste, et ils ont abandonné de manière... Alors, bien sûr, parce qu'ils ont l'intérêt, les Turcs manifestent leur intérêt de devenir une sorte de phare du monde arabo-musulman. Il y a donc quelque chose de messianique là-dedans. Mais tout ce qui était, pour préciser cette relation, tout ce qu'il y avait d'extrêmement étroit entre la Turquie et la Syrie est en train de voler en morceaux, alors que jusque-là, la Turquie était plutôt favorable à un arrangement avec la famille Assad. Un dernier mot pour vous, Salam Kawakibi. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, hein? Et non, surtout cette dernière question, en fait, parce qu'elle m'a échappé, je vais vous avouer un quart de seconde. Concernant justement le président syrien, vous qui soutenez justement le CNS, le Conseil national syrien, est-ce qu'il est encore possible d'envisager des négociations avec le pouvoir pour une sortie de crise où aujourd'hui ce n'est plus négociable ? Je crois, je ne suis pas le porte-parole du Conseil, mais je crois que dans la logique de la constitution du Conseil, il y a une possibilité de négociation pour le transfert du pouvoir, pour une transition pacifique vers la démocratie. Sous quelle forme? Alors ça, c'est une question très technique. Mais c'est quelque chose, donc ça ne vous paraît pas totalement inenvisageable de pouvoir discuter demain avec le pouvoir? Discuter, pas dans le sens, c'est pas discuter, c'est pas dialoguer, c'est négocier. C'est très différent. Entre dialoguer et négocier, il y a une grosse différence. Mais négocier pour son départ. Pas pour, le départ pacifique et d'une façon pour qu'il n'y a pas de vide. C'est tout le travail. Et il faut savoir que le Conseil contient dans ses membres une bonne partie des technocrates dans tous les domaines qui préparent depuis des mois des dossiers pour l'avenir de la Syrie sur tous les niveaux, économique, administratif, santé publique, éducative et autres. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24 pour parler ce soir encore de la Syrie. On aura évidemment encore l'occasion d'en parler parce que quand on entend tous ces intervenants ce soir sur le plateau, on a bien compris que ce n'est pas demain que le président Assad va chuter. Il faudra peut-être encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais qui sait, dit Jean-Paul Chagnolot. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée. France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les Observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les Observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les Observateurs, ce sont eux. C'est lui. C'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.